Mesdames, Messieurs, bonjour. L'erreur et la faute. Ne sortez pas, on ne va pas vous faire un cours de droit. Néanmoins, on va rappeler quelques éléments qui structurent les concepts d'erreur, de faute, d'aléa thérapeutique. Et pour ça, je vais passer la parole à Maître Audrey Uzel, qui est spécialisée sur la défense des professionnels à l'établissement, et qui va très rapidement, en quelques minutes, nous rappeler de quoi on parle. Et puis après, on passera évidemment à des sujets moins juridiques et beaucoup plus tournés vers à la fois les pratiques professionnelles, les droits des patients et les questions sur la communication, la confiance entre les patients et les professionnels. Audrey, merci. Quelques mots sur l'erreur et la faute. Oui, parce que c'est deux concepts, et deux concepts qui sont distincts, puisqu'en fait, l'erreur, c'est du langage courant, c'est un nom commun, c'est le fait de se tromper. Ça rejoint ce proverbe que tout le monde connaît, que l'erreur est humaine, donc elle est a priori pardonnable. Et du coup, quand est-ce que l'erreur devient une faute? Et c'est là, en fait, le rôle du juriste, c'est de transformer cette erreur en faute. Et donc, c'est le juge qui va faire cette qualification. Donc, finalement, l'erreur, elle reste du droit commun, et la faute, c'est la notion juridique qui est admise par le juge, qui est qualifiée par le juge. Et la faute, c'est le fait de manquer à une règle qui est posée, que ce soit une règle de droit, que ce soit un protocole de soins, par exemple, mais quelque chose dont le praticien avait connaissance et qu'il aurait dû respecter. Voilà. Et ce sur quoi le juge va se focaliser pour pouvoir définir l'existence d'une faute susceptible d'engager une responsabilité, parce que je rappelle qu'en droit, l'engagement de la responsabilité, elle repose sur un triptyque qui est une faute, un dommage, un lien de causalité. Et c'est toujours, quand on est en défense, sur la faute qu'on va commencer à agir, c'est savoir est-ce qu'il y a faute ou pas. Et donc, pour orienter le juge, il va s'appuyer sur l'obligation de moyens qui gouverne en fait la pratique médicale, et il va s'interroger sur quels étaient les moyens à la disposition du praticien pour agir dans ce cas déterminé. Parce que pareil, ça va être apprécié au cas par cas, on ne peut pas uniformiser la faute. Et pour apprécier cette faute, il s'appuie sur des données dont il a connaissance, des données qui sont accessibles, donc ça va être la pratique médicale, les données acquises de la science, ça peut être des protocoles établis par les sociétés savantes, des protocoles qui sont en cours aussi, c'est ce qu'on appelle le droit mou. Et le droit mou, en fait, ça permet de projeter le professionnel dans une pratique médicale, et donc au juge de se positionner en se disant à l'avenir, c'est comme ça qu'on va faire. Et donc c'est est-ce que ce professionnel il a manqué à une règle qui a conduit à une faute. Alors, en jurisprudence, parce que du coup, comme il n'y a pas de définition stricto sensu de cette faute-là, qu'elle est appréciée au cas par cas, c'est en fonction de différentes problématiques, on la rencontre dans différentes conditions. Et on peut avoir la question du diagnostic, donc là qui est finalement la plus ténue, parce que est-ce que quand un médecin ne pose pas le bon diagnostic, il commet une faute? Et dans ces cas-là, la jurisprudence, elle est plutôt favorable aux praticiens dans la mesure où les signes cliniques que présentait le patient ne permettaient pas de poser un diagnostic certain. Que, par exemple, j'ai un cas de jurisprudence assez récent où c'est un patient qui est arrivé avec des maux de ventre, des troubles digestifs, quelques migraines. En fait, ils n'ont pas trouvé ce qu'il avait, il est décédé et en fait, il avait une torsion testiculaire. Donc, le truc qui n'avait rien à voir avec les signes cliniques qu'il présentait. Dans cette hypothèse-là, le juge va dire non, dans la mesure où le diagnostic n'était pas évident, voilà, il n'y a pas de faute, on est sur une erreur médicale non condamnable, parce que c'est à l'appréciation du médecin au regard des éléments qu'il avait entre les mains. Là où ça va être fautif, c'est quand on ne fait pas, par exemple, des explorations complémentaires, alors que le bilan clinique du patient présentait des spécificités qui auraient dû amener, par exemple, à faire, en présence de céphalée, un IRM cérébral. Néanmoins, il y a des cas de responsabilité sans faute. Oui,
et d'aléas thérapeutiques. Dites-nous en quelques mots de quoi on parle, de manière à ce qu'ensuite on revienne sur ces questions-là d'un point de vue plus médical. L'aléa thérapeutique, c'est vraiment hors d'un contexte fautif, puisqu'on est sur le principe de la solidarité nationale. Donc, c'est un concept qui a été mis en place pour indemniser le dommage anormal. Donc l'aléa thérapeutique, il vient finalement asseoir l'indemnisation d'un préjudice qui est particulièrement grave pour le patient, alors qu'il n'y a pas de faute, et alors même qu'on peut considérer qu'il n'y a pas d'erreur non plus. C'est juste que le patient, il se retrouve dans une situation avec une technique thérapeutique qui a été utilisée, et que ça n'aurait pas dû conduire à cette situation-là. Alors ça fait le lien, merci Audrey, ça fait le lien avec ce que va nous dire le professeur Eric Vibert, dont je rappelle qu'il est en charge de l'activité des pathologies Paul Brousse, c'est bien ça, Eric, et surtout et aussi, mais on en reparlera au cours du débat, de la chaire Innovation BOPA à la PHP. Eric, vous réalisez des interventions très pointues, avec évidemment par nature de l'aléa. Comment vous faites écho à ce que vient de dire Audrey sur ce sujet? Et puis dites-nous comment vous arrivez à maîtriser ça et à progresser dans la sécurisation de ces interventions et dans la maîtrise de l'aléa thérapeutique, le cas échéant. Je pense que c'est un problème de définition, en fait. Là, on parle d'aléa thérapeutique responsable d'événements désirables. Et en fait, je pense qu'il faut avoir l'audace et la lucidité, dans certains cas, d'appeler ça une complication post-opératoire due à une erreur. Et il me semble très important qu'on modifie un peu notre rapport à l'erreur. Et ça, je pense, moi je fais de la chirurgie du foie, c'est une chirurgie qui est compliquée, qui nécessite dans certains cas de prendre des risques pour évidemment le bien des malades. Et il faut avoir la lucidité de comprendre si on a pris ou pas la bonne décision. C'est-à-dire qu'on est dans des situations qui sont des situations nouvelles, des situations qu'on n'avait pas prévues. Et je pense que le vrai sujet, c'est qu'avec les communautés chirurgicales, on redéfinisse ce que c'est qu'une erreur, une faute. Alors je sais que moi je donne une erreur, une définition qui n'est pas forcément la définition de celle que tu viens de donner, mais pour moi, une erreur, c'est une mauvaise décision, une fois. Une faute, c'est plusieurs fois la même mauvaise décision. Et ça, pour moi, qui fait de la chirurgie, je le vois. C'est-à-dire que c'est terrible de voir, dans certains cas, des gens qui font exactement la même erreur que celle que vous avez faite il y a quelques années. Voilà. Donc, il peut y avoir une faute la première fois, quand même. Oui, non, mais c'est en tout cas, devant une situation inédite, de prendre une mauvaise décision, c'est une erreur, mais ça devient une faute si on le recommence et si on n'en parle pas. Voilà. Non, mais ça, on fera réagir Jean-Pierre tout à l'heure sur cette question-là. Je suis sûr qu'il aura des choses à nous dire. Éric Chenu, vous présidez la Mutualité française. Alors, tout le monde connaît la Mutualité française, 35 millions de personnes protégées en assurance santé, de nombreux établissements de santé. Vous êtes un mouvement citoyen, vous représentez un mouvement citoyen. Comment réagissez-vous à ces propos? Et au fond, est-ce qu'il n'y a pas une autre dimension que celle qui est de nature juridique, de nature de maîtrise de la qualité? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui touche à la confiance et aux relations entre les professionnels de santé et les citoyens? Si, totalement. En fait, si on veut que la relation soignant-soigné reste de bonne qualité, il faut absolument créer les conditions de la confiance. Et moi, je rejoins assez ce que vient de dire le professeur Vibert, sur l'aléa, sur l'erreur et la faute, c'est plutôt la manière dont moi j'appréhende ces sujets-là. On est dans un contexte où la démocratie en santé a nettement progressé dans notre pays. On a probablement encore des marges de progression, où le partage du savoir se fait mieux, le nombre de sources d'informations s'est énormément démultiplié, ce qui est plutôt une bonne chose. C'est une bonne chose quand c'est bien organisé, quand, grâce à la mobilisation d'associations de patients, de communautés de patients, on partage le savoir, la connaissance. Ça devient absolument catastrophique quand les gens s'informent tout seuls dans leur coin, mettent au même niveau la connaissance, la croyance, l'information et l'opinion. On peut avoir quelque chose d'absolument délétère. Délétère parce que, par manque de culture scientifique, on ne comprend pas
que sur un certain nombre de sujets, notamment sur des sujets qui sont nouveaux, eh bien on progresse aussi par moins d'erreurs. Je vais prendre un exemple pour l'illustrer, c'est ce qui s'est passé il y a un peu plus de 2 ans maintenant, au début de la crise sanitaire Covid-19. En fait, on est face à un virus que la communauté scientifique médicale ne connaît pas. On prend des décisions dans l'urgence, dans l'intérêt général, dans l'intérêt des populations, et puis au fur et à mesure, bien on s'aperçoit, on apprend autour de cette maladie et on corrige. Plus les semaines passent, plus les mois passent, et plus on accumule de la connaissance, plus on comprend un certain nombre de choses, etc. Sauf qu'une partie de l'opinion a la perception que parce que les informations ont évolué, parce que cette connaissance a évolué, on leur a menti. Et du coup, ça entretient toutes les thèses complotistes, tout ce qu'on a pu vivre. Et ça doit être des choses qui doivent vraiment nous faire réfléchir pour voir comment on fait mieux diffuser de la culture scientifique, comment on accompagne les patients, bien évidemment, mais plus largement les assurés sociaux, en général, parce qu'autrement, c'est le lien de confiance même qui va se déliter. Et si on confond la démarche de véracité et le goût du vrai, en fait, c'est la capacité à vivre dans un monde commun qui est remis en cause, parce qu'on ne parlera le médecin, le patient, le média, on ne va pas tous parler de la même chose. Et donc, si on ne parle pas de la même chose, on ne peut pas se comprendre. Et donc, c'est quelque chose de vraiment essentiel, consubstantiel, sur la capacité à faire société, mais plus largement sur la capacité à avoir des relations sereines dans la relation soignant-soigné. Oui, alors ce matin, M. Kouchner nous rappelait que la loi de 2004 imposait une information du patient. On sait aujourd'hui que cette information du patient n'est pas totalement pratiquée ici ou là. On y reviendra dans la suite du débat, mais c'est vrai que pour que le patient ait une meilleure appréhension du risque ou de l'aléa, encore faut-il qu'il soit informé. Mais je ne vais pas vous interroger là-dessus pour l'instant, parce que j'imagine que vous avez des potentialités compte tenu du nombre d'assurés que vous couvrez et de la communication que vous entretenez avec eux. Je vais d'abord, et donc on en reparlera tout à l'heure, je vais d'abord demander à Jean-Pierre Thierry, qui représente ici France Asso Santé, donc fédère les associations de patients, comment lui voit ça, c'est-à-dire comment en fond ce qu'a introduit Éric Chenu à l'instant, qui est cette relation de confiance qui doit s'instaurer, et on verra comment entre les patients et les professionnels, comment, vu par les associations de patients, comment ça s'exprime? Alors, commencer par parler du curatif, avant de revenir sur le préventif. Le curatif, c'est une recherche de réparation légitime par des patients qui estiment, ou leur famille, qui estiment avoir été lésés et souffrir d'un dommage dont ils demandent une explication, éventuellement une réparation. Donc en France, on a un système qui, en fin de compte, est vu de façon assez positive par les associations. Il y a plusieurs recours, évidemment. Et notamment, il y a un recours, puisque je vais être court, sur l'ONIAM qui a introduit en France la réparation sans recherche de la faute, c'est-à-dire ce que vous appelez l'aléa thérapeutique. Alors, j'avais cette discussion. En fin de compte, on n'a pas de très bonnes informations sur la volumétrie de ce qui est réparé en France. Peut-être sauf au niveau de l'ONIAM, sachant qu'on tombe sur des chiffres, alors ça passe par des CCI, il y a un expert qui arrive, et dans, je crois, 40% des cas, on dit qu'il y a bien une erreur, éventuellement sans recherche de faute, qui va déboucher vers une saisie, soit on se tourne vers l'assureur, soit on se tourne vers l'ONIAM. Bon, tout ça est un peu compliqué, les parents connaissent, les patients connaissent. Il y a un service téléphonique qui les accompagne à France Asso Santé, service Infodroit, et puis il y a des associations spécialisées dans ce domaine, dont le Lien, la VIAM, et il y en a d'autres qui se saisissent de certains dossiers. Alors, au passage, d'ailleurs, l'ONIAM, elle est faite aussi pour faire des réparations liées à des sujets très particuliers, que ce soit le Mediator, l'hépatite C, et plus récemment la dépakine, etc. Donc voilà, donc c'est à peu près 200 millions d'euros de dépenses. Donc ça, c'est le curatif. Et puis après, je vais parler très rapidement du préventif pour ne pas monopoliser. Donc il y a des enjeux, et je voudrais saluer ici tous ceux qui participent à un sujet extrêmement difficile qui est l'amélioration de la sécurité des patients. Alors, c'est les agences, c'est dans les établissements, c'est énormément d'acteurs, les industriels peuvent y contribuer,
Mais en gros, il faut quand même décrire un peu ce que c'est que la sécurité des patients. Donc je peux faire très rapidement un historique. C'est un 747 qui tombe tous les jours aux États-Unis. Donc ça, c'est un rapport de l'Académie de médecine américaine de 1999 qui part de résultats qui ont été collectés par une équipe d'Harvard, ça s'appelle Harvard Medical Practice Study, qui est d'échantillonner au hasard des dizaines de milliers de dossiers patients dans un État New York et puis dans un autre État l'Utah. Et donc on arrive à dire, en fin de compte, ils font une règle de 3 un peu critiquable sans doute, et il y a entre 44 000 et 98 000 morts évitables par an en France, par an aux États-Unis. Et donc, médiatiquement, l'Académie de médecine dit c'est l'équivalent d'un jumbo jet qui tombe tous les jours. Et donc, alors tout le monde découvre ce phénomène. Un peu plus tard, donc l'OMS s'en empare. Oui, j'ai oublié de dire que la Harvard Medical Practice Study est reproduit dans un certain nombre de pays anglo-saxons et on trouve à peu près les mêmes résultats. C'est-à-dire 10% des patients hospitalisés souffrent d'un événement indésirable grave et 1 sur 300 décèdent. Ouais, mais ça, c'est inhérent à la nature même de l'activité. Alors absolument pas. C'est inhérent au fait, et c'est le diagnostic qui est posé, que le système de soins n'est pas un système hautement sûr. Bon. C'est là où on va se retrouver avec mon confrère, c'est-à-dire il y a une répétition d'erreurs. Il y a une répétition d'erreurs qui sont... Alors, donc les analyses ils disent c'est systémique, c'est-à-dire effectivement, par exemple, c'est parce que vos médicaments ont le même nom, c'est parce que vous opérez du mauvais côté, c'est aussi parce que la transmission de l'information se fait mal au moment de la transition entre les équipes, c'est parce qu'il y a des erreurs diagnostiques, c'est parce qu'on n'a pas donné le bon médicament à la bonne personne au bon moment, etc. Donc après, en France, on fait une petite étude avec moins de moyens qui s'appelle l'ENEIS. Qui date de quand? Parce que 99, c'est vieux, donc 2004, les techniques 2004, ont évolué. 2019. Mais en 2019, sur un tout petit échantillon, et non pas de tirage aléatoire, mais encore, je ne les critique pas en disant ça, sur des hôpitaux volontaires, donc la moitié des hôpitaux refusent, à l'intérieur des hôpitaux, la moitié ou quelque chose comme ça refuse. Donc on trouve par exemple 0 décès. Il y a un événement indésirable. Donc si on fait une règle de 3, il n'y a pas de décès lié... Donc il n'y a plus d'avion qui tombe là. Il n'y a plus d'avion qui tombe. Ouais, évidemment. Donc, mais en réalité, donc, ce que dit l'OMS en reprenant, donc lance une grande initiative notamment dans la sécurité des patients, et c'est là où je venais de dire. Donc, le challenge de l'OMS de cette année, puisque la grande journée de la sécurité des patients, c'était le 17 septembre, c'est l'erreur de médication. L'erreur de médication, depuis le mouvement sur la sécurité des patients, elle a été prise parce que c'est la plus facilement, excusez-moi du néologisme, préventable, disent les Américains. C'est-à-dire que, comment on dit, enfin qu'on peut évitable. Merci. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est sur l'ensemble des erreurs médicales, alors c'est un mauvais terme, ou des événements indésirables graves évitables, on en trouve un qui fait à peu près 30% du total, ou ça dépend des statistiques. Je vais y revenir. Alors, on dit, là, si on avance très vite, on peut en éviter une grande partie. Et là intervient, je ne veux pas être trop long, donc on peut venir, voilà quelles sont les méthodes. Je vais juste terminer en disant que l'étude américaine, elle a été revue assez mal, vers 2016, et ce n'était pas un jumbo jet par jour, c'est 2 jumbo jets par jour. Bon. Donc, c'est-à-dire on tombait, hypothèse basse, 156 000 à 220 000 morts par an évitables liés à l'erreur médicale. Donc, dans le British Medical Journal, cette équipe, qui a une méthodologie franchement qui a été très critiquée à dessein, dit que c'est la 3e cause de mortalité. L'OMS dit par contre dans son challenge, c'est au moins la 10e. Donc c'est ça que je vous livre aujourd'hui, l'erreur médicale évitable ou l'événement indésirable grave évitable, qui est au faute ou pas, mais il n'y en a pas la plupart du temps, enfin au sens juridique du terme, c'est entre la 3e et la 10e cause de mortalité en termes épidémiologiques. Et quand on regarde la publication sur les causes de mortalité, que ce soit burden of disease, etc., ça n'apparaît jamais, en réalité, ou pas assez. Très bien. Alors, néanmoins, ce sont des chiffres américains, y compris pour les derniers. Mondiaux. Oui, mondiaux. Il faut se méfier des conditions dans lesquelles on va intrapoler ça à un pays, parce que c'est évidemment un facteur dépendant de l'organisation des soins, des moyens qu'on y met, etc. Mais on va quand même avancer en se posant la question de... Parce que maintenant, on va se tourner vers le futur, puisque le thème de Cham, c'est le patient demain. Quel que soit, au fond, il peut y avoir discussion sur les chiffres de départ, mais qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ça sensiblement, durablement? Quels sont les moyens que les différentes parties prenantes peuvent mettre en œuvre
pour que finalement on soit de plus en plus dans des soins qui soient toujours plus sécures. Eric, on va parler de la chaire BOPA maintenant, de la PHP. Il faut nous expliquer ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne et en quoi c'est un élément, au fond, structurant, organique du progrès de la qualité et de la sécurité du patient? Alors la chaire BOPA, ça a été créé il y a maintenant plus de 2 ans pour essayer d'améliorer la sécurité des patients au bloc opératoire. L'objectif, c'est d'aborder le problème avec une approche à la fois humaine et technologique. L'objectif, c'est de ne pas travailler uniquement sur le chirurgien, mais sur le bloc opératoire au sens large, avec le chirurgien, l'anesthésiste, et le personnel paramédical du côté de l'anesthésie et du côté de la chirurgie. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a mis en place, qui est financé grâce à des mécènes par la Fondation AP, la Fondation Mines Télécom et la Fondation Paris-Saclay, qui est vraiment un objectif de pouvoir évaluer si des technologies qui consistent à finalement filmer tout ce qu'on fait, parce qu'en fait, je pense que le sujet, c'est un problème du rapport à la réalité, et que finalement, aujourd'hui, on analyse ce qui se passe en opératoire à travers des comptes rendus opératoires, et les comptes rendus opératoires sont ni plus ni moins qu'une interprétation de la réalité par celui qui l'a vécu. Et s'il y a des erreurs qui sont faites en opératoire, eh bien, il n'est pas impossible que le monsieur ou la dame n'ait pas compris puisqu'elle a fait une erreur. Donc, le sujet de fond, c'est comment on va réussir à faire admettre aux collègues chirurgiens, anesthésistes et finalement à l'ensemble des gens qu'il faut réfléchir sur la manière de capter des informations et ensuite d'utiliser ces informations à bon escient, c'est-à-dire que ça ne doit pas complètement mettre à mal l'audace chirurgicale, parce qu'évidemment, si les gens ont peur à chaque fois de faire quelque chose parce qu'ils ont peur de la police, eh bien, il ne va plus rien se passer et on va sous-traiter les malades. Et ça peut bloquer l'innovation, d'ailleurs. Absolument. Et il faut admettre, et ça revient complètement sur la problématique d'erreur et de faute, il faut admettre que c'est à travers des erreurs ou des presque erreurs qu'on découvre des choses. Je veux dire que de la tarte tatin à la pénicilline, c'est des erreurs. Donc en fait, le sujet, c'est vraiment de se poser la question sur comment on va être capable de faire ça et est-ce que ça va fonctionner. Alors maintenant, je pense que pour aller précisément dans la problématique de la chirurgie du foie, c'est vrai, hein, la mortalité de la chirurgie hépatique pour le cancer des voies biliaires, dans un benchmark récemment réalisé, donc c'est récent, hein, c'est sur des papiers récents, c'est 13% de mortalité à 3 mois après une chirurgie des cancers du Hill dans les meilleurs services du monde avec les malades les plus simples. Donc 13% de mortalité, on a quand même un certain degré. C'est en ça que je disais tout à l'heure que c'était inhérent à la pratique, finalement. Absolument. C'est des malades lourds, c'est des malades graves. Donc le sujet, je pense que c'est quelque chose qui va passer par de la planification, c'est-à-dire de la simulation haute fidélité avec des jumeaux numériques qui sont anatomiques, fonctionnels, organisationnels, qui vont être là pour informer la totalité des acteurs du bloc. L'idée, et c'est ce qu'on fabrique à BOPA, c'est de fabriquer des outils qui vont permettre d'informer précisément du plan de vol, pour reprendre un peu de comparaison avec l'aéronautique de ce qui va se passer le lendemain au bloc opératoire. Et l'idée, c'est de laisser le chirurgien faire son opération avec des gens qui sont parfaitement informés de ce qui va se passer, quel matériel on va utiliser, quelle anesthésie on va réaliser. Et si jamais le chirurgien se retrouve dans une situation inédite, eh bien là, il faut qu'il y ait de l'aide à la décision qui peut être soit numérique, soit de la téléexpertise chirurgicale. Et c'est là où je pense que la téléexpertise chirurgicale est très intéressante, elle n'est pas suffisamment développée en France, et c'est là-dessus qu'on travaille aussi, en particulier dernièrement avec un appel à projet de l'ARS auquel on a répondu. Donc c'est vraiment cet objectif de pouvoir planifier, informer l'ensemble des acteurs, et en opératoire dans des situations inédites, être capable d'être aidé par un autre humain ou par un ordinateur. Donc ça, c'est une approche à la fois technique et managériale. Mais je vais me retourner vers Éric Chenu pour poursuivre la discussion qu'on avait entamée tout à l'heure. Il y a une autre dimension qui est assurément celle de la manière dont on a interagi avec le patient. Les débats de ce matin disaient que finalement, peut-être on ne communique pas encore assez au patient et on ne lui explique pas assez ce qu'on fait. Comment voyez-vous ça, compte tenu de ce que vous avez dit tout à l'heure, et en quoi un mouvement comme le vôtre, encore une fois, 35 millions d'assurés, peut être un élément d'information, d'acculturation, ou pas, vous nous le direz. Mais il y a aussi, je poserai tout à l'heure la même question aux assos de patients d'ailleurs, de cette nécessaire acculturation et au fond de l'information
et de l'apprentissage qui peut être fait du patient pour qu'il arrive à la fois, alors peut-être moins agressif pour faire référence à une table ronde précédente, parce qu'informé et parce que conscient à la fois des difficultés, des risques, des conséquences. Comment on gère ça dans la dimension relationnelle? La bienveillance est un élément fondamental du soin. Concrètement, on le fait comment? En essayant de jouer notre rôle de médiation. Finalement, dans notre relation avec l'adhérent mutualiste, on paye des prestations, on exécute un contrat, mais on a aussi un rôle d'éducation populaire citoyenne, c'est-à-dire d'expliquer comment fonctionne le système de santé, mais aussi comment peut se passer aussi la relation soignant-soigné. Et c'est là où il est essentiel, beaucoup de mutuelles le font, via leurs journaux, via leur site internet, via des informations qu'elles adressent à l'adhérent. Et je pense qu'on a des voies aussi d'amélioration. Justement, par le parcours aujourd'hui qui peut être accompagné par du numérique, c'est aussi utiliser la data pour apporter la bonne information en amont. C'est-à-dire, comme vient de le préciser le docteur Vibert, c'est informer l'équipe soignante, l'équipe du bloc, mais de la même façon, il y a un enjeu, c'est d'informer aussi le patient sur ce qui va se passer, en se mettant à son niveau, en lui donnant les informations utiles à son niveau. Et c'est absolument essentiel parce que le fait d'être informé, on a développé par exemple un protocole avec Gustave Roussy sur les annonces de cancer, sur une programmation de toute la phase après l'annonce, élaboration du protocole, etc. Et au-delà de la bonne articulation, du gain de temps pour le patient, la patiente, le fait qu'elle ou qu'il sache ce qui va se passer dans les semaines qui suivent, etc., fait qu'il y a un niveau d'acceptation et d'observance qui est bien meilleur, il y a un élément de rassurance qui est bien meilleur. Et donc c'est par cette médiation, par cette information, cette explication, en bien évidemment, en faisant en sorte que le patient soit pris pour ce qu'il est, c'est-à-dire un adulte responsable, en capacité de comprendre, on lui permet de jouer son rôle et on lui permet du coup d'interagir aussi de manière plus sereine avec le médecin, parce qu'il a aussi pu réfléchir à un certain nombre de choses, aux questions qu'il a à se poser, etc. Et donc ça c'est absolument fondamental. Puis il y a un élément, je pense, sur lequel il faut que collectivement on s'interroge, c'est la manière dont notre société a appréhendé le principe de précaution qui a été constitutionnalisé. Et aujourd'hui, dans la tête d'un certain nombre de gens, le principe de précaution veut dire qu'il ne doit plus y avoir d'aléas. Sauf que s'il n'y a pas d'aléas, il n'y a pas d'innovation. S'il n'y a pas d'aléas, on n'avance pas et c'est une société qui s'effondre. Et donc là-dessus, on a un vrai sujet d'explication de ce qu'est le principe de précaution et de ne pas lui faire dire ou faire ce qu'il n'est pas. Que ça soit un aléa thérapeutique, que ça soit une erreur, bien évidemment, il doit y avoir indemnisation si le patient a été touché, impacté. Mais on n'a pas besoin d'aller chercher une faute là où il n'y en a pas. Il n'y a pas forcément une faute quand il y a un aléa, il n'y a pas forcément une faute quand il y a une erreur, si elle n'est pas répétée. Je rejoins ce que disait tout à l'heure le professeur Vibert. Et aujourd'hui, il y a quand même une partie de la population qui est à vouloir absolument aller chercher des responsabilités, absolument aller chercher des fautes. Et je pense que ça, on ne gagne rien à cette dérive-là, qui est peut-être une dérive assez anglo-saxonne, et je pense que là-dessus, on doit y faire vraiment très attention collectivement. Alors, le principe de précaution, on va faire plaisir à Guy. On a maintes fois ici critiqué tous les méfaits du principe de précaution. Audrey, le principe de précaution, comment en matière d'aléas thérapeutiques notamment, comment les juges aujourd'hui interprètent-ils ça? Est-ce qu'ils sont tenus, contraints par ce qui est aujourd'hui dans les textes, dans la Constitution, je crois, Oui. et dans la jurisprudence probablement. Ça se passe comment et comment voyez-vous l'évolution sur ce fichu principe de précaution? Alors, je le vois plutôt d'un côté sociétal, en fait, et une évolution des contentieux vis-à-vis de l'acceptation, c'est exactement ce que vous disiez, l'acceptation du risque et l'acceptation de l'aléa. Et ce que je constate d'un point de vue des patients, c'est qu'effectivement, on a des patients qui
se croient informés parce qu'ils ont accès à des données sur Internet où il y a une vulgarisation médicale et donc ils refusent le concept d'erreur et ils partent nécessairement sur le fait qu'il y a eu une faute. Et je partage complètement votre point de vue. Pour moi, la difficulté, elle repose sur l'absence de communication qu'il y a et c'est ce qu'on perçoit au fur et à mesure des procédures. C'est-à-dire que sur des exemples très concrets, il y a des patients qui portent plainte vis-à-vis de professionnels de santé devant les instances disciplinaires. Donc, instances disciplinaires, c'est manquement à la déontologie médicale notamment. Dans le cadre de cette instance, il y a une conciliation préalable obligatoire. Donc, on oblige le médecin et le patient à se rencontrer et à échanger sur la problématique rencontrée, la prise en charge, la qualité de la relation. Et très généralement, à cette étape, il y a une bascule qui se fait, mais il faut qu'à la fois le médecin et le patient soient suffisamment bien préparés à cette étape-là, parce que parfois c'est aussi une prise de conscience du médecin du fait que le patient a mal interprété ses propos ou il ne s'est pas suffisamment bien exprimé et du coup ça peut désamorcer des conflits. Et là, le patient revient sur l'acceptation de l'aléa. En revanche, s'il n'y a pas cette communication qui est faite, il y aura un refus de l'aléa et du coup une volonté de poursuivre pour rechercher une responsabilité. Et c'est exactement la même chose en droit administratif, en droit civil et en droit pénal. C'est qu'aujourd'hui, les patients, ils recherchent avant tout une responsabilité et ils vont soit aller se tourner à l'encontre du praticien parce que finalement le praticien il a été un petit peu rapide dans sa manière de faire et il n'a pas suffisamment expliqué, ou alors l'établissement aussi n'a pas mis en place une procédure de médiation, n'a pas proposé de médiation au départ pour expliquer comment la prise en charge est intervenue et pourquoi par exemple un décès était inévitable et qu'une autre prise en charge n'aurait rien changé. Et cet effort-là, il est, moi aussi je vous rejoins, complètement fondamental pour changer les mentalités et retrouver une confiance, un lien de confiance avec le corps médical, entre les patients et le corps médical. Très bien. Eric, peut-être on va faire, il nous reste quelques minutes, je veux vous poser une question avant que tu prennes la parole. Au fond, le patient demain, si vous étiez demain, chacun, ministre de la Santé, la première chose que vous feriez sur ce sujet, ce serait quoi ? Pour garantir à la fois, évidemment, la sécurité du patient, mais aussi pour que de manière très, très opérationnelle, très concrète, ces questions de relations entre les patients et le corps médical sur ces questions de confiance, au fond, soient améliorées. Au fond, la nouvelle loi de 2004, c'est quoi ? Moi, j'en appellerais à l'intelligence des gens. En fait, je pense que les gens sont capables de... Ça ne se met pas dans les décrets. Hein. Non, mais ça peut avoir des conséquences, ça peut s'encourager. Et les patients ne sont pas bêtes. Les patients sont intelligents. Et je pense qu'il faut faire quelque chose qui est passé de l'information médicale à de la connaissance médicale. Moi, j'ai développé des applications depuis très très longtemps dans le domaine de la chirurgie du foie pour expliquer aux malades. Il se trouve que ces applications sont peu utilisées et actuellement, on est en train d'essayer justement d'évaluer comment est-ce que... Et je pense qu'il faut utiliser l'intelligence des gens. Il faut leur expliquer une chose aussi, c'est le principe d'incertitude. Moi, je peux vous dire que je suis un expert de la chirurgie du foie et du cancer du foie. Je ne connais pas grand-chose, mais le cancer du foie, je connais bien. Eh bien, il y a des situations où je ne sais pas ce qu'il faut faire. Où je ne sais pas ce qu'il faut faire et je suis un spécialiste pourtant. Donc, il faut que les gens comprennent aussi que la médecine, ce n'est pas une science exacte. Et je crois qu'on l'a vraiment vécu avec le Covid. Il faut admettre qu'on est dans certains cas dans des limites de la connaissance où soit on ne fait rien, voilà, soit on prend des décisions, puis après, il faut regarder si c'est la bonne ou pas. Très bien. Alors, Jean-Pierre, première décision du ministre de la Santé. Je suis pas sûr que j'ai... Pour moderniser la loi 2004 sur l'information du patient, on fait quoi ? J'ai bien fait passer le message de la révolution de la prévention de la sécurité des patients, en fait. Parce qu'on parle beaucoup... Alors, il y aura toujours un volet curatif de réparation. Et il est important, on peut même aller jusqu'au pénal si les gens se comportent très mal. Je reviens quand même au caractère systémique des événements indésirables graves évitables. Il y a une boîte à outils pour les réduire. Donc je pense que les patients s'attendent à ce que cette boîte à outils soit mise à profit. Alors, il y a des tas de gens qui contribuent pour faire ça. Il y a la checklist, je pense que la HAS vient juste de publier sur les sondes nasales, parce qu'il y a une expérience internationale, il faudra quand même en parler un jour, parce que nous, on n'a pas fait la règle de 3. Qui connaît l'ENEIS, les 3 volets de l'ENEIS qui est sur le site du ministère de la Santé, sous-dimensionné, etc. À peu près personne. Donc c'est un sujet qu'on veut évacuer, parce qu'on a le meilleur système de santé du monde. On a bien compris.
Maintenant, il y a des marges de manœuvre pour réduire l'aléa thérapeutique, notamment s'il est évitable, les événements indésirables graves. Donc je vous renvoie à la trousse à outils. Moi, personnellement, je suis rentré dans ce champ parce qu'une des premières mesures qui a été envisagée dès le début 2000, c'était les systèmes d'information. Et notamment, le quick win, c'était d'informatiser la prescription et la dispensation du médicament. Et les premiers prototypes, il y avait une baisse de 50% des erreurs médicales et de la mortalité si on informatisait correctement. Ça prend 10 à 15 ans pour informatiser correctement. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'hôpitaux en France soient encore au niveau qui permettrait de réduire considérablement, avec un objectif à atteindre, justement l'erreur de médication, qui est l'objectif, encore une fois, de l'OMS au niveau international. Les pays se comportent, évidemment, sont beaucoup plus exposés que nous. Les pays en voie de développement ou les moins riches ont 2 fois plus d'erreurs que nous, on le sait. Mais c'est un objectif mondial de l'OMS de réduire les erreurs médicamenteuses de 50% à l'horizon de 5 ans, et c'est possible. Donc, on peut et pour revenir sur la relation entre les médecins, entre les personnels soignants et les patients, d'abord, je reviens à l'étude ENEIS, seulement 1,6% des événements déclarés dans l'étude ENEIS ont été déclarés au ministère de la Santé sur le site. C'est pareil aux États-Unis. On sait que le curatif ne permettra pas de mettre une culture de la sécurité dans les établissements. Donc voilà, donc il faut une stratégie de la culture de la sécurité qui réunisse à la fois l'intérêt des patients et l'intérêt des professionnels. Je termine juste là-dessus. Une erreur médicale évitable, dans beaucoup d'établissements, ça fait une deuxième victime, le professionnel de santé. Et on reste en France, comme dans beaucoup de pays, sur ce qu'on appelle la honte et le blâme. C'est pour ça que ces erreurs ne sont pas déclarées. C'est pour ça que, là où vous avez raison, d'une certaine façon, moralement et sociologiquement, si elles se répètent trop, c'est une faute. Mais c'est une faute du leadership. Bien sûr. Éric Chenu. Même question. 3 éléments. Travailler avec l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur, les médias pour améliorer la culture scientifique de toute la population, parce que c'est comme ça qu'on gagnera, qu'on progressera collectivement dans la compréhension. 2, un meilleur partage de l'information. Et 3, la systématisation des dispositifs de médiation. C'est absolument nécessaire, quand il arrive quelque chose, de faire en sorte que les parties prenantes, le patient, la famille, le professionnel de santé, l'établissement, se parlent, échangent, se comprennent pour éviter que ne s'enquistent des difficultés, ne s'enquiste le conflit. La médiation peut être un formidable moyen d'amélioration, de changement de pratique, y compris pour les établissements, les professionnels de santé qui vont du coup engranger aussi ce qu'est le niveau de compréhension des patients et donc vont aussi faire évoluer leur système d'information, et du côté des patients pour éviter des frustrations, des crispations et des difficultés à venir. Merci Eric. Audrey, un mot en une seconde. Il faut accepter l'erreur et en tirer ses conséquences. Merci à tous les 4.